général quelques secondes, le temps que les premiers nous rejoignent. Donc bonsoir à tous, bonsoir Jean-Pierre Rosenweg, bonsoir Jean-Guillaume. Bonsoir. On attend quelques instants que les premiers internautes nous rejoignent et on démarrera comme d'habitude. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre invité de ce soir, Jean-Pierre Rosenweg, je fais un petit avertissement car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes ou mémoires passées. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons vers des professionnels. associationlenfanceLibre@gmail.com. Aujourd'hui, je vais faire ce live accompagné de Jean-Guillaume Bélier, professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans. Il est aujourd'hui thérapeute et c'est donc ensemble que nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Rosenweg, juge pour enfants, en ce 20 novembre pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Merci d'être avec nous ce soir, Jean-Pierre Rosenweg. Merci de l'invitation. Donc, bonsoir. Je vais résumer qui vous êtes en quelques minutes. Vous êtes magistrat retraité. Vous avez été juge des enfants à Versailles, puis au tribunal pour enfants de Bobigny. Dans les années 80, vous avez été aussi conseiller au ministère de la Famille. Et à peu près à la même période, vous avez créé et puis dirigé l'Institut de l'enfance et de la famille avant de devenir président du tribunal pour enfants de Bobigny. Donc, le sujet, nous abordons des violences sur les enfants, est quelque chose que vous connaissez bien. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et d'ouvrages sur la justice et les enfants, on va en reparler un peu après. Et vous avez vécu cette justice de l'intérieur pendant plusieurs décennies, vous l'avez vu évoluer, donc vous êtes un témoin majeur, un témoin engagé encore aujourd'hui. Et notamment en 2018, vous avez publié « Rendre justice aux enfants ». Merci d'être avec nous ce soir, parce que vous êtes une personne précieuse pour traiter cette question de la violence faite aux enfants, notamment par tous les livres que vous avez faits. Alors on va en citer 3 ce soir. Vous avez l'enfant victime face à la justice, qui semble difficile à trouver, mais qui a l'air d'être vraiment au cœur du sujet que nous allons aborder. Le droit des enfants pour les nuls en 2019, si vous l'avez sous la main, vous pouvez nous le montrer. Voilà. Et puis, voilà, le droit des enfants, de l'enfant pour les nuls. Aux éditions Fox, comme tous les bouquins des nuls. Jean-Guillaume ? Ah, bon, on a perdu Jean-Guillaume. Donc je pense qu'il va se reconnecter. Il doit avoir un problème de connexion. Donc, et le dernier livre, ça s'appelle « La justice et les enfants ». Et vous faites énormément aussi d'articles auprès du monde.fr. Il y a 780 blogs pour ceux qui s'intéresseraient sur toutes les questions qui vous préoccupent sur les droits des enfants et en particulier la maltraitance et les violences faites aux enfants. Donc j'invite tout le monde à aller voir ces articles donc, sur le monde.fr. Ma première question pour entrer dans le vif du sujet, pour la justice, qu'est-ce qu'un enfant pour l'institution judiciaire? C'est une excellente question parce qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Pour Tintin, on est enfant de 7 à 77 ans. Pour les sociologues, on est enfant jusqu'à 15 ans. Et à partir de 15 ans, on est jeune.
pour le juriste, pour le citoyen, pour le politique, on parle d'enfant d'une personne qui a moins de 18 ans. Mhm. C'est à 18 ans qu'on acquiert la pleine capacité civile, civique, politique, et Mm. ce récemment, hein, depuis 1974. Donc on doit rendre des comptes pénalement et pleinement à partir de 18 ans. On a tous les droits civils et tous les droits civiques à partir de 18 ans. Alors reste que sur le sujet particulier qui est le nôtre, il y a un autre seuil qui est d'âge qui est important, c'est 15 ans. C'est à 15 ans qu'on est j'allais dire jusqu'à 15 ans, on estime effectivement que les personnes ont besoin d'une protection spécifique, particulière, renforcée. Mais Mhm. sur le plan juridique, on est mineur jusqu'à 18 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a Alors, 15 à 18 ans va être aussi protégé. Oui, Jean-Guillaume? alors, je fais la question suivante si vous m'entendez, parce Oui. que ma connexion a l'air un peu délicate. La question suivante, c'est, vous avez été juge des enfants, mais c'est quoi le rôle d'un juge des enfants et quand est-ce qu'il intervient? Bah, le rôle traditionnel d'un juge pour enfants, qui a été créé en 1945. La justice des mineurs ne date pas de 1945. Elle date, contrairement à ce qu'on pense souvent, elle date de 1912. C'est en 1912 on a créé le tribunal pour enfants. Mais si on adoptait une loi particulière, il n'y a pas de juge spécialisé pour s'occuper des enfants. À la limite, c'est une image, hein, bien sûr, on remplaçait le panneau tribunal correctionnel par le panneau tribunal pour enfants, et c'est les mêmes trois juges qui enfilaient les affaires concernant les mineurs après les affaires concernant des majeurs. Mais en 1945, le juge pour enfants va être créé avec un texte spécial, qui est l'ordonnance du 2 février 1945, qui est en débat à l'heure actuelle, et puis troisièmement, une administration qui s'appelle l'éducation surveillée. Voilà, le triptyque 45, c'est une administration, l'éducation surveillée, un texte, l'ordonnance de 45, et un juge, le juge pour enfants. Sauf que les juges pour enfants de l'époque sont des juges classiques qui s'intéressent aux questions, mais qui n'ont pas reçu une formation spécifique. Petit à petit, ils Mhm. vont recevoir une formation spécifique à Vaucresson, au centre de recherche de Vaucresson, et puis c'est l'ensemble des magistrats qui, à partir de cela, vont recevoir une formation à travers le CNEJ dans un premier temps, le Centre national d'études judiciaires, et puis ensuite l'école de la magistrature. Et puis en 1958, il va se passer une chose extraordinaire, c'est que le juge pour enfants va pouvoir s'occuper pas seulement des enfants délinquants, mais des enfants en danger. Et à Ok. partir de cette idée qu'un enfant délinquant est d'abord un enfant en danger. Et pour illustrer le propos, vous avez le film de 1954, Chien perdu sans collier, avec Jean Gabin, et qui, dans une séquence liminaire et passionnante, illustre bien ce que je vais vous dire, où il voit arriver un jeune qui a fugué d'un foyer, il est très très embêté, et il dit, mais mon vieux, je peux rien faire pour toi. Et il part à l'audience et il revient à un moment donné en disant, mais Didor, ce matin, pour venir depuis le foyer, et il ne sait pas que le gosse a foutu le feu au foyer, hein, pour venir depuis le foyer, t'as pas payé le train. Mais dis donc, ce matin, la chocolatine que tu as mangée, tu l'as volée. Donc il a cette phrase extraordinaire qui consiste à lui dire, dis-moi que tu as délinqué, que tu as volé, et l'État s'occupera de ton avenir. En d'autres termes, on est en 54, hein, jusqu'en Mhm. 1958, il a fallu attendre qu'un enfant soit délinquant pour qu'on se préoccupe de lui. Vous aviez une famille dans laquelle il y avait la mère un peu dépressive, le père un peu alcoolo, allez, et les gamins qui avaient bien sûr un mal à vivre cela. L'un faisait du surinvestissement scolaire ou de l'anorexie, l'autre faisait de la délinquance. On pouvait s'occuper du gosse délinquant, mais on ne pouvait pas s'occuper de celui qui faisait de l'anorexie ou celui qui faisait du surinvestissement scolaire. 58, on arrête, on s'occupe des enfants en danger et des enfants délinquants, bien évidemment. Et plus que jamais, avec cette idée que si on fait en sorte que les enfants soient moins en danger, peut-être que moins souvent, ils ne seront délinquants. Voilà, ça a été les deux grandes compétences du juge pour enfants. Je vous saute les détails du juge pour enfants qui s'occupe aussi de veiller à ce que les allocations familiales soient Mhm. bien exercées dans l'intérêt des enfants et qui s'occupe aujourd'hui des 18-21 ans, puisque vous savez que Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing, a fait abaisser la majorité de 21 à 18 ans, mais brutalement. Et donc, très rapidement, des jeunes qui avaient plus de 18 ans et pas encore 21 ans se sont retrouvés à la porte de l'aide sociale à l'enfance. Il a bien fallu en faire quelque chose. Mhm. Donc, on a adopté deux décrets, un décret aide sociale, un décret à l'époque santé, un décret justice qui veut que le juge pour enfants puisse continuer à s'occuper des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans. Mais disons que cette compétence-là a quasiment disparu au jour d'aujourd'hui, non pas parce que le texte a été abrogé,
mais parce que l'État n'a plus abondé financièrement les moyens qui étaient nécessaires au juge. Voilà, si on D'accord. résume, pour répondre à la question que vous me posiez, le juge pour enfants, il s'occupe des enfants en danger, des enfants délinquants. Et pour compléter, c'est absolument essentiel, jusqu'à peu c'est 10 ans, jusqu'à peu, il s'occupait avant des enfants délinquants, il s'occupait des enfants en danger. Et petit à petit, disons depuis les années 1995 et surtout 2002-2012, euh, sous président Chirac et sous président Sarkozy, c'est clair que la justice a reçu pour instruction, et on rejoint votre Mhm. sujet, hein, de moins s'occuper des enfants en danger et de plus s'occuper des enfants délinquants. Et derrière les enfants en danger, il y a ceux qui sont en carence éducative, en conflit avec papa-maman, ou qui sont maltraités, mais il y a aussi les enfants qui sont battus, qui sont violentés, et, Mhm. et bien entendu les enfants qui sont violés, Qui qui subissent sont ouais. victimes d'agressions sexuelles. Mhm. Donc on a eu droit à une injonction contradictoire, si vous voulez. L'injonction de s'occuper des enfants en danger, l'injonction de s'occuper des enfants délinquants, et quand on s'occupait plus de l'un, on nous disait qu'on ne s'occupait pas suffisamment des autres. Et avec ce point commun, c'est qu'on avait les moyens pour travailler ni pour les uns, ni pour les Ni pour autres. les autres. Comment votre rôle de juge a été un observatoire par rapport à ces 10 dernières années lorsque vous étiez à Bobigny et vous permet d'avoir une vision de l'intérieur de l'institution Alors, judiciaire globale? pour répondre à votre question, je vais, non pas pour perdre les uns et les autres, mais je suis obligé de complexifier le raisonnement. Mhm. Que, petit 1, le juge des enfants n'est pas le seul à s'occuper des enfants en danger. Absolument. Il y a un autre magistrat qui est un magistrat important qui s'appelle le juge d'instruction, voire d'ailleurs des juges d'instruction qui vont être spécialisés sur les questions de violence sexuelle. Et donc, quand un enfant est victime de violence de la part d'un autre enfant ou de la part d'un adulte, et vous savez que souvent les violences viennent de la part d'enfants sur des enfants, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est le juge d'instruction qui va devoir intervenir. Et éventuellement, le juge pour enfants va intervenir si l'un ou l'autre des parents sont les auteurs de ces violences sexuelles ou physiques supportées par les enfants, ou si ces violences venant d'un tiers, les parents n'ont pas su, j'allais dire, se mobiliser, réagir positivement, intelligemment, ce qui n'est pas évident, hein. Beaucoup d'hommes, de pères ou de mères vivent très mal le fait que leur enfant a été violé, tout simplement, au regard de leur conception, leurs valeurs religieuses ou autres. Et vous savez, le poids de la virginité dans certaines cultures, catholiques, musulmanes, enfin j'en passe, et des meilleures. Allez, ce n'est pas parce qu'un enfant est victime d'agression, et notamment d'agression sexuelle, que nécessairement il va y avoir un juge pour enfants. Mais il peut y avoir effectivement les deux. Alors pour répondre à votre et pour compléter et compliquer encore les choses, il y a un personnage qui est absolument essentiel dans l'ensemble de ce dispositif, c'est le procureur de la République, qui au passage a l'œil à la fois sur ce qui se passe dans le bureau du juge d'instruction et ce qui se passe dans le bureau du juge pour enfants, et Hmm. qui va aller jusqu'à la correctionnelle, et qui va aller jusqu'à la cour d'assises, voire même qui va être quelque part euh, à l'exécution des sanctions qui vont être prises contre les agresseurs. Voilà. Donc tout ça pour dire et pour répondre à votre question, que le juge pour enfants que j'étais, qui a fortiori président du tribunal pour enfants, ne pouvait pas ne pas avoir un regard sur la maltraitance à enfants en général et les violences sexuelles à enfants en particulier, sans pour autant être nécessairement et systématiquement l'acteur premier des réponses Mhm. judiciaires. Il était un des maillons de l'ensemble de là ou des chaînes qui se développaient au sein de la juridiction, depuis la révélation des faits, en passant par la police, le parquet, juge d'instruction, juge pour enfants, l'un ou l'autre, les deux ensemble, ensuite tribunal correctionnel, cour d'assises, et puis juge de l'application des peines, et avec cette complexité que parfois, si la victime était un enfant, l'agresseur était aussi un enfant. Et pour compliquer encore les choses, que parfois c'était dans la même famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des choses qui arrivent, à savoir que le frère ou le demi-frère peut très bien, j'allais dire, violenter sexuellement la demi-sœur ou le demi-frère. Et avec Absolument. une mère ou un père qui se trouve confronté à un double drame, de l'un qui a été victime et de l'autre qui est L'autre. agresseur et qui aussi quelque part est mal en point. Parce que Mhm. faut, sans bien sûr un Alors, seul instant oui, excuser les violences sexuelles, elles ne tombent pas du ciel, si je puis me permettre. Excusez-moi, quand, je suis quand, très quand général, hein, on mais c'est vous écoute, pour oui, essayer oui, de quand on vous répondre le écoute, plus objectivement possible
et le plus complètement possible à votre question, en sachant que souvent, et votre question n'est pas neutre, même si vous connaissez bien le sujet, les médias tombent souvent dans le panneau, ils estiment que le juge pour enfants est le personnage clé de la réponse judiciaire aux violences sexuelles faites aux enfants. C'est pas vrai, c'est subsidiaire. C'est important. Bon, moi qui vais vous dire que le rôle du juge pour enfants est négligeable. Mais le rôle premier, c'est procureur, juge d'instruction, cour d'assises ou tribunal correctionnel. C'est très important de le préciser parce que souvent, on ne sait pas Donc, comment, quand on comment vous fonctionne oui, l'intérieur de la Pour ça, je vous justice. précise, et le petit Oui. livre que vous avez montré tout à l'heure oui, sur la en justice vous face aux écoutant, on voit enfants, que la, il a pour mission chez Dalloz pour 4 euros, donc c'est pas cher. C'est mon cours de fac et il a pour objectif de montrer quelles sont les 4 grandes fonctions que la justice tient à l'égard des enfants, mais spécialement de mettre en exergue les rôles spécifiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, des services de police spécialisés, services de police ou services de gendarmerie, deuxièmement du parquet, troisièmement du juge d'instruction ou du juge pour enfants, et puis effectivement de la juridiction de jugement. Jean-Guillaume? alors, quand on vous écoute, oui, la justice a l'air complexe. On voit qu'il y a différents acteurs. Tout le monde n'est pas spécialiste de la question et c'est bien qu'on vous ait sous la main parce que on voit que c'est immergé dans une société, que les prérogatives du juge changent, que les moyens alloués changent. Est-ce que quand vous avez écrit votre livre Rendre justice aux enfants, ou tous les livres que vous avez écrits, c'est parce qu'il y avait une difficulté à la justice à justement rendre justice aux enfants, à prendre soin d'eux d'une certaine manière, à les protéger des violences sexuelles en particulier? Alors, il y a, il y a- il y a plusieurs éléments dans vos interrogations. La première des choses, alors, pour aller au fond des choses, on y reviendra tout à l'heure dans le détail. Effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une marge de progression pour rendre justice aux enfants. Ça Mhm. ne veut pas dire qu'on n'ait rien fait dans la dernière période qui vient de s'écouler. On a même fait énormément de choses. Et je suis capable de vous dire, il s'avère que j'en suis un témoin et encore vivant, je peux vous dire que sur les 40 dernières années, euh, ça donne du sens à la vie aussi, on a marqué beaucoup de points. Mais il y en a encore des points à marquer, bien évidemment. Et d'abord faire en sorte que le moins possible, je ne vais pas dire jamais, parce que ça, personne n'y croit, mais que le moins possible et le moins souvent, des enfants soient victimes de maltraitance ou de violence. Donc vous avez raison sur le thème, il y avait une marge de progression et je pense qu'on a fait progresser, mais pas au niveau que je le souhaiterais. Et je dis souvent en plaisantant, je le dis dans les différents écrits que vous avez cités, que dans quelques années, ceux qui jetteront un regard sur la période que nous vivons parleront du néolithique de la protection de l'enfance. Hmm. Il va se passer encore plein de choses. Bon, alors maintenant, pour répondre plus ponctuellement à la question que vous posiez, pourquoi ces livres et pourquoi la démarche que j'ai toujours eue d'accepter que des journalistes soient présents dans mon cabinet. Ils étaient camouflés en travailleurs sociaux, camouflés en chercheurs, ou parfois ils jouaient le jeu et tout le monde savait qu'ils étaient journalistes. C'est parce que c'est une justice qui est secrète. C'est une justice, si on veut respecter les mots, rendre justice, c'est commence par restituer la justice, permettre à chacun de mesurer ce qui s'y passe pour développer à son égard un point de vue critique au sens universitaire du terme, c'est-à-dire soit approuvé, soit désapprouvé. Mais comment voulez-vous approuver ou désapprouver quelque chose que vous ignorez? Personne ne rentre dans le bureau d'un juge pour enfants ou d'une juge d'instruction. Et souvent d'ailleurs, en correctionnel ou en cour d'assises, il y a le huis clos. Mhm. Ne rentrent que les personnes qui sont accréditées pour être des personnels de justice ou pour être concernés par l'affaire dont il s'agit. A fortiori, dans le bureau d'un juge qui fait 15 mètres carrés, on a quelques difficultés à installer les principaux intéressés. Donc c'était important, c'est une image bien évidemment, mais je l'ai fait parfois autrement que par une image, par une vraie caméra. C'était important de mettre une caméra dans ma tête pour que les gens voient à ma place ce qui se jouait. Alors, c'est une caméra intelligente parce qu'elle réfléchit et qu'elle analyse, qu'elle décrypte. Mais le bouquin Rendre la justice aux enfants dont vous parlez, j'ai essayé d'identifier, avec l'aide d'une journaliste, les 5 ou 6 grands thèmes sur lesquels le juge pour enfants était amené à intervenir, d'aujourd'hui, hein, était amené à intervenir. Les maltraitances, les violences enfants, vous avez raison, les conflits parents-enfants, euh, les questions de rapport à la sexualité, le droit des jeunes filles d'avoir des rapports sexuels, des garçons, d'avoir des rapports sexuels, mais aussi d'être enceintes et d'interrompre leur grossesse, le droit des mineurs étrangers isolés confrontés à la prise en charge, etc. Donc, si on veut que l'opinion, le citoyen, le politique puisse avoir un point de vue critique, donc
être capable de proposer quelque chose pour l'évolution de ce dispositif, encore faut-il qu'il sache au plus près ce qu'il s'y joue et qui fait quoi. Voilà. Donc le bouquin Justice pour les enfants, c'est à la fois une restitution de la réalité de ce qui se passe dans les tribunaux et un programme politique, puisque je ne me contente pas de décrire ce qui se passe, j'essaye à chaque fois de proposer ce qui pourrait se passer. Et pour rejoindre maintenant et faire masse sur les questions que vous posiez, oui, il faut améliorer le dispositif pour rendre mieux justice aux enfants. Ça passe par une connaissance extérieure, mais ça passe aussi par toute une série de propositions concrètes euh, et qui se traduisent ou trahissent, se déclinent au final par l'évolution de la loi, par l'évolution des services, l'évolution des pratiques professionnelles. Et sur le sujet qui est le nôtre, c'est aussi bien la loi de juin 1998 que j'ai contribué à faire avec le COFRAD, c'est la loi sur les violences sexuelles faites aux enfants, hein, qui est le grand Mhm. texte fondateur de la période moderne sur le sujet. Et pour ceux qui nous écoutent, pour illustrer très concrètement, c'est par exemple la loi qui veut que des gens comme Gabriel Masneff, s'ils font ce que Gabriel Masneff faisait en son temps, s'ils le refont, en arrivant à l'aéroport, ils passeront par la case tribunal correctionnel. En d'autres termes, dans ce texte, nous avons fait en sorte que soient condamnés par les tribunaux français et condamnables par les tribunaux français ceux qui pratiquent le tourisme sexuel en Thaïlande et ailleurs, qu'ils soient français ou résidents habituels en France, s'ils reviennent en France, ils relèvent d'une peine de 10 ans d'emprisonnement qui peut être porté à 20 ans en cas de récidive. C'est la loi de 1998 dont je revendique avec quelques autres, mon beau-frère récemment décédé et Mm. qui était député, dont je revendique d'être quelque part à l'origine. Puis toute Mhm. une série d'autres mesures que nous avons prises sur la prescription. Mais à l'autre bout de la chaîne, et pour vous laisser prolonger sur des questions, c'est aussi le fait de soutenir le développement de la forme avec Carole Mariage ou Thierry Théraube qui étaient deux fantastiques policiers qui travaillaient au centre de Gif-sur-Yvette comme formateurs. Et ils ont élaboré, à partir de la thèse qu'avait développée Carole Mariage devant l'université de Tours sur l'audition des enfants victimes de violences sexuelles, ils ont développé tout un programme de formation des policiers pour recueillir, soit en audio, soit en audiovisuel, la parole des enfants et mener les entretiens. Le guide des entretiens d'entretien pour les policiers qu'a élaboré Carole Mariage et Thierry Théraube est un document remarquable. En d'autres termes, de ma pratique professionnelle, dans les lieux d'engagement et militance dans lesquels j'ai été, on a essayé d'améliorer la loi, on a essayé de mieux former les professionnels, on a essayé, pour reprendre une expression qu'on a souvent depuis utilisée, de libérer la parole et d'ouvrir Mhm. les oreilles. On a marqué beaucoup de points. On est encore loin du compte. Alors je donne un exemple. Je fais souvent des interventions dans les établissements scolaires et je pose souvent la question aux gamins, pour moi ce sont des gamins compte tenu de la différence d'âge, qui sont devant moi, est-ce que vous avez le droit d'aller tout seul au commissariat et de porter plainte parce que telle personne, un de vos parents notamment, vous a agressé, notamment sexuellement parlant. Et les gamins disent non, c'est pas question, on ne peut aller au commissariat qu'avec nos parents. Et beaucoup d'adultes, j'ai vu des policiers, je vous le jure, hein, dans une procédure, et c'était écrit, refusons de recevoir la plainte de cette jeune fille qui est mineure parce qu'elle n'est pas accompagnée par ses parents. Et la gamine disant, mais je suis confiée à l'aide sociale à l'enfance. Si je suis confiée à l'aide sociale à l'enfance, c'est pour dire qu'il y a quand même quelques problèmes entre moi et mon père, ou dans mes relations avec ma mère. Donc mes parents ne peuvent pas m'accompagner. Et pourtant, j'ai été victime d'un viol commis dans la famille d'accueil de la part d'un autre jeune qui était accueilli. Eh bien, le policier avait osé écrire au sens, il était ignorant, ne pouvons pas recevoir la plainte de cette jeune fille parce qu'elle est mineure. Donc, vous voyez le niveau de formation qu'il nous a fallu développer pour que, quelque part, il y ait une conscience de ce que représentaient les violences faites aux enfants. Je vous rappellerai, et j'aurais terminé avec ça, que dans la période, dans les années 81, quand Yvette Roudy était ministre de la Famille, les policiers en étaient encore à dire aux jeunes femmes qui avaient été victimes de viol, allez prendre une bonne douche et tout ça va passer. On vient de cette époque-là. Mhm. 1981, 2020, c'est 40 ans, au regard de l'histoire, c'est peanuts. Oui, C'est dans les années 80, il y a le rapport Strauss sur la maltraitance Alors, des c'est le enfants rapport qui... Strauss, effectivement, de Pierre Strauss, qui est un personnage extraordinaire, qu'on devrait faire entrer au Panthéon. Bon, bref, c'est Pierre Strauss avec la FIREM, la Société française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée, qui a réveillé la France, qui a secoué le courutier sur la maltraitance à enfants.
Et il a essentiellement axé sur ses travaux, qui ont été publiés par la Fondation Alimon Giscard d'Estaing, au passage, en 1980, il les a étayés sur la maltraitance physique. Mhm. Nous, on a introduit, juste après l'histoire de l'enfant du placard, hein, le petit David Oui. qui est sorti de sa placard en 82, pardon, et donc j'ai rédigé les circulaires sur l'enfance maltraitée quand vous avez fait référence tout à l'heure au fait que j'étais membre du cabinet ministériel, notamment de Georges Dufoy. C'est moi qui ai rédigé à l'époque les circulaires sur l'enfance maltraitée de 1983. Et à l'époque, c'est une anecdote, mais qui illustre bien le propos, je me suis vu interdire le fait de parler de l'inceste. Non pas qu'on voulait nier que le phénomène inceste existe, mais parce que notre réflexion politique a été de dire nous ne sommes pas prêts à assumer les conséquences de ce que nous dénonçons nous-mêmes. Une fois qu'on aura dit qu'il y aura de Qui l'inceste vous dans la a, famille, on qui va vous faire. a interdit? Qui Pardon? vous a interdit? Qui Une vous a, réflexion à entre nous. l'époque, qui Je vous vais a... pas, personne m'a interdit. Pour m'interdire Non, quelque non, mais chose, il faut être très fort. c'était une réflexion collective? Oui, oui, c'est pour dire les choses et vous faire sourire. Vous savez que d'habitude, c'est l'administration qui rédige les circulaires et le cabinet qui contrôle. Bah, dans Oui. l'espèce, comme j'étais compétent, c'est moi qui ai rédigé et c'est l'administration qui contrôlait. Voilà. Mais on avait une saine émulation. Et mon correspondant dans l'administration me disait, Monsieur Rosenweig, parlez pas de l'inceste aujourd'hui. On en parlera plus tard. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Et il nous a fallu attendre. Donc on est en 83. On a attendu 85 que les démarches qui étaient engagées en Seine-Saint-Denis et en Haute-Savoie et en Isère aient commencé à prodiguer leur impact. On avait du matériau à proposer aux gens. Il ne suffisait pas de leur dire il faut combattre l'inceste, il fallait leur dire que faire pour Hmm. prévenir ou réagir dans les situations incestueuses. Et il nous fallait donc du matériau expérimental que nous n'avions pas en 83 quand j'ai rédigé les circulaires, mais que nous avons eu en 85. Et c'est Madame Barzac et Madame Dorlac qui ont continué le travail Hmm. que nous avions engagé. Il a fallu attendre 89 les travaux de Pascal Vivet et de Stanislas Tomkiewicz pour que nous commencions à parler des violences institutionnelles. Et c'est après qu'on a commencé à parler des violences psychologiques. Et aujourd'hui qu'on parle de la mémoire traumatique. Donc je ne sais pas si vous voyez tout le parcours que nous avons fait de prise de conscience par rapport à comment il s'appelle, à notre, non, son nom m'échappe, à Pierre Strauss, la question que vous me posiez initialement, hein, Pierre Strauss qui pose le problème en 80, l'enfant du Mhm. placard en 82, les circulaires en France maltraités en 83, 85 de travail sur les violences sexuelles, 89 les violences institutionnelles, et ensuite le débat qui se prolonge. Donc on a mis un coup d'accélérateur extraordinaire à partir des années 80. Et Pierre Strauss en est à l'origine. C'est pour ça que vous avez raison de parler de lui et moi de saluer sa mémoire. Aujourd'hui, vous parlez des violences sexuelles. Aujourd'hui, on en est où en termes d'institutions judiciaires par rapport aux... Il y a un problème de son, là, moi j'entends plus votre... Ah, j'ai pas entendu, non. La question, Ah, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les violences sexuelles, sur Très mineurs? difficile. Quelle est sur la mineurs. situation? Comment ça a évolué sur les mineurs, hein? Oui. C'est très difficile de répondre rapidement et succinctement sur une question qui est aussi globale. On n'en est plus, on en était. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est important. On est dans une dynamique. Oui, oui, c'est. On n'est pas à l'arrêt. On progresse. Il y a une plus grande sensibilité. Il y a une plus grande écoute. Regardez l'émission de Bernard Pivot avec Masneff, c'est impossible aujourd'hui. Mhm. Pour dire les choses tout simplement. Bon. Hmm. Donc, quelque part, on a ouvert les yeux de l'opinion sur la réalité. Réalité des violences en général, des violences physiques et des violences sexuelles. Donc, on a ouvert les yeux. Il y a encore de la dénégation, mais globalement, on a ouvert les yeux des uns et des autres. On a mis en place aussi des dispositifs pour repérer les situations, les faire remonter, coordonner les informations, les traiter. Parce que l'une des observations que nous avons fait rapidement, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un au courant, mais qui ne savait pas quoi faire. Donc je vous la fais très simple, très D'accord. sobrement, mais à travers notamment les cellules de recueil des informations préoccupantes, la loi de 2007, sous l'égide du président du conseil départemental, on a veillé à ce que remontent vers le département toutes les informations sur les enfants en danger et les violences faites aux enfants, et spécialement le procureur de la République veut qu'elle lui arrive d'urgence, soit directement, soit indirectement via la CRIP, tout ce qui concerne les violences physiques et les violences sexuelles. Il y a eu une Mhm. animation, une coordination territoriale qui a été mise en place.
Troisièmement, on a amélioré notre système législatif, euh, notamment, mais pas au point où on aurait dû le faire. Et en arrière-fond de ma réflexion, c'est le raté de la loi Schiappa auquel je fais allusion. On Oui, aurait est-ce que pu vous aller pouvez nous plus loin expliquer que, la que loi nous, que Schiappa? nous aurions pu aller. Mais globalement, il n'empêche qu'on a fait un certain nombre de choses. Par exemple, on a élargi les délais de prescription. Euh, non, non, seulement on a élargi la durée, euh, dernière évolution, elle est récente, où on a porté à 30 ans le délai de la prescription, mais Oui. avant, on avait pris une autre disposition qui consistait à faire démarrer la prescription au jour de la majorité. En d'autres termes, un enfant qui a été agressé sexuellement à 4 ou 5 Mm. ans, la prescription va démarrer le jour où il aura 18 ans. Mhm. Donc 18 plus 30, ça l'amène à 48 ans. Donc à 48 ans, il pourra se plaindre, entre guillemets, de faits qu'il a pu supporter lorsqu'il avait 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en sachant que l'allongement de délai de la prescription s'agissant des violences faites aux enfants et des violences sexuelles spécialement faites aux enfants va bien au-delà de l'élargissement de la prescription en droit commun. En droit Oui, commun, pour un crime, absolument. c'était 10 ans, c'est devenu 20, et pour des enfants, c'est 30 ans. Voilà, donc il y a eu, je ne peux pas entrer dans les détails, sauf sur des questions, bien sûr, que vous pourriez me poser, mais on a adapté l'instrument Oui, juridique et l'instrument judiciaire. On a mis en place, par exemple, avec la procédure Mélanie, qui a été importée du Québec, et on l'a développée d'abord à l'île de la Réunion, dans le nord de l'île, on a développé, grâce à la gendarmerie, la mise en œuvre d'un processus de recueil de la parole des enfants qui fasse que ça soit plus fiable, plus sûr, plus pertinent, que les enquêtes puissent aller jusqu'au bout quand on n'allait pas jusqu'au bout lorsqu'on était parole contre parole. Et là, avec les éléments que, que, dont, que les enfants permettent de recueillir et la fiabilité de ces renseignements, on a pu faire tenir plus souvent les affaires qu'elles ne tenaient auparavant. vous, Voilà, vous vous- voyez, je pars dans tous les sens volontairement, oui, enfin tous les sens, vous c'est parliez de, extrapolisé, mais pour vous dire que beaucoup de choses ont été faites. vous parlez de l'augmentation la prescriptibilité. Il y a une question d'un internaute qui demande, et qu'en est-il de l'imprescriptibilité, notamment par rapport quand on connaît l'amnésie traumatique et le fait que parfois les souvenirs des violences sexuelles, quand elles ont été vécues enfant, reviennent après l'âge de 48 ans. C'est un débat qui est ouvert depuis peu à travers cette réflexion sur les mémoires traumatiques. Elle n'est pas achevée, hein, la réflexion, puisque le dossier est à peine ouvert depuis, je dirais, 5 ans, grosso Oui. modo, enfin 5-10 ans. C'est récent. Au regard de l'histoire, c'est tout à fait récent. Et bien évidemment, on ne peut pas négliger le fait que réémergent en mémoire des gens des faits dont ils ont pu ou dont ils sont convaincus d'avoir été les victimes. Reste que ça ne suffit pas en justice pour pouvoir condamner quelqu'un. Il n'empêche que, et j'en ai eu la démonstration, je l'ai vécu ça, hein, la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui s'était fait rembarrer par les policiers, ils avaient été commis sur elle lorsqu'elle avait 9 ans. Le jeune qui était auteur avait 15 ans et demi. Oui, il avait 15 ans et demi. Et ça datait maintenant d'une dizaine d'années. Ouais, enfin 9 ans à peu près, puisqu'elle avait un petit peu moins de 18 ans. Et donc ça datait d'une dizaine d'années, et tout le monde était convaincu que on avait bien sûr que sa parole. Et quand les policiers se sont pointés à l'adresse de l'auteur présumé, celui-ci, alors c'est une image, bien sûr, puisque je n'y étais pas, mais c'est ce qui ressort du dossier, il a rouvert la porte en disant, elle a enfin parlé. Enfin, ça veut dire, oui, elle a raison, je vais assumer. Alors bien sûr, pendant l'instruction, il a minimisé la réalité des faits. Il les a présentés d'une manière moins dure, mais globalement, il a reconnu qu'elle avait raison. En d'autres termes, on peut être parole contre parole et on peut pour autant, j'allais dire, obtenir une preuve judiciaire. Force est quand même de reconnaître que souvent, parole contre parole, ben, au nom des libertés fondamentales, on ne peut pas condamner quelqu'un au prétexte que quelqu'un l'accuse. Il n'y a aucune raison qui ait plus raison celui qui accuse que celui qui se défend. Donc effectivement, la grande crainte que l'on a, et ça rejoint le débat sur la prescription, c'est de payer les victimes en monnaie de singe. Donc s'il s'agit
de les embarquer dans des procédures judiciaires qui vont se terminer par un non-lieu ou par un acquittement et par un nouveau traumatisme, avec cette idée, je n'ai pas été cru, et non seulement j'ai été violé, mais en plus je n'ai pas été cru, c'est pas, j'allais dire, un service, si je puis me permettre, à rendre. Alors la manière de s'en sortir, à mon avis, elle est un tout petit peu différente et un petit peu décalée, et je vous livre un peu la réflexion que nous avons à l'heure actuelle au sein de la commission qui débat et qui travaille sur les abus sexuels commis dans l'Église de France. La SIAZ. Donc je fais partie de cette commission. D'accord. Et nous avons un groupe de réflexion sur les victimes et nous travaillons avec des victimes. On travaille entre nous, mais on travaille aussi avec elles et on échange. Et plus que jamais, moi, ça me convainc de quelque chose dont j'avais conscience quand j'étais magistrat en action, c'est que ce que demandent les victimes, ce n'est pas que leur agresseur soit condamné. Ce qu'elles demandent fondamentalement, c'est d'être reconnues comme victimes. C'est-à-dire que quelque part, il soit dit publiquement, pas obligatoirement dans un acte judiciaire, qui est une condamnation, mais qui soit dit par le procureur, qui soit dit par le juge d'instruction, qui soit dit par le tribunal correctionnel. Je ne peux pas condamner pour telle ou telle raison parce que je n'ai pas la preuve, j'allais dire, juridique qui me permet à coup sûr de condamner, parce qu'il y a quand même des grands principes dans cette démocratie. Quelqu'un est a priori présumé innocent. Pour le condamner, il faut apporter des preuves très carrées, etc. Mais je sais que vous avez raison. C'est vous qui êtes la victime. Et puis, si je ne peux pas obtenir la condamnation, je peux peut-être obtenir, j'allais dire, une démarche avec la victime, avec l'auteur et la victime qui permet quelque part de non pas de vous reconstruire, j'aime pas cette expression-là, mais de passer à une autre, de tourner une page et de passer à autre chose. En d'autres termes, il faut qu'on raisonne le rapport des victimes et des auteurs à la justice, pas seulement sous le registre d'une condamnation et d'une sanction, mais d'une reconnaissance, le mot est important, c'est pour ça que je vais doucement, d'une reconnaissance de la réalité des faits. Je vais prendre, pour illustrer mon propos, qui peut paraître abstrait, je vais vous prendre une préconisation, et une pratique d'ailleurs, ce n'est pas seulement une préconisation, du procureur de Paris, lorsque on lui soumet des faits qui sont prescrits. Eh bien, quoi que les faits soient prescrits, il fait mener une investigation. Bien sûr, il ne pourra pas poursuivre. Et il le sait qu'il ne pourra pas qu'il pourra pas poursuivre. Mais au moins, l'enquête de police va venir reconnaître la réalité des faits. Il y a un autre Dans le aspect, fait par qu'on exemple, si reconnaisse la c'est réalité des faits, on rend service à la victime. Mais il y a aussi un autre aspect potentiel, c'est que parfois on tombe dans des familles ou des pédocriminels qui sont multirécidivistes sur plusieurs enfants au sein d'une même famille, le cousin, la cousine, etc. Si les témoignages sont multiples, Ah ça bah oui, c'est peut... entendu. Mais là, le problème se c'est pose. l'intérêt aussi. C'est pour Je ne ça sais pas qu'il si faut. vous m'entendez bien, hein. Oui, je Si, l'entends très si. bien. C'est pour ça qu'il faut toujours inciter les victimes de violences sexuelles ou de violences en général, ou de vol ou n'importe quoi, de toujours porter plainte, parce que une plainte, on n'arrivera peut-être pas à faire basculer le dossier, mais quand il y a plusieurs plaintes, c'est plusieurs bouts de preuves, ça finit par faire une preuve. Je prends un exemple C'est qui n'a rien ça. à voir avec le sujet, mais dans des commissariats avec de la maltraitance, il est important que ceux qui ont été victimes de cette maltraitance le signalent au procureur et à l'IGS, parce que le procureur n'est pas tombé de la dernière pluie, l'IGS non plus, et quand ils n'arrivent pas à faire la preuve que tel policier est maltraitant, mais que sur 2 ans, 3 ans, il y a 3 ou 4 plaintes contre ce même policier, j'allais dire, ça finit par faire une plainte, si vous le voulez. Donc vous avez raison. Quand il y a plusieurs éléments qui viennent de plusieurs personnes de la famille, c'est un élément de plainte. Mais en revanche, ce qu'on disait avec le professeur Coutenceau et avec d'autres lorsqu'on réfléchissait en aparté autour d'un pot de rillettes le soir, le constat que nous faisions, c'est en matière d'inceste, lorsque les faits sont connus et rendus publics, il n'y a pas de réitération. Il n'y a pas de réitération. Pour rejoindre ce que vous disiez, il y a une série de victimes, les enfants, les cousins, etc., quand tout ça reste sous la chape de plomb. À partir du moment où cette chape est soulevée, il n'y a plus de passage à l'acte. La conclusion que nous avions était la suivante, au risque de vous choquer ou de choquer les auditeurs, c'est de dire, et on rejoint la question précédente sur la sanction, ce que veut la jeune fille qui a été violentée ou la mère de famille dont la jeune fille a été violentée, c'est pas que le père aille en prison,
c'est que ça ne se reproduise plus. C'est que la vie familiale retrouve ou trouve une dimension qu'elle aurait dû jamais quitter ou qu'elle soit celle qu'on a dans la tête. Mais c'est alors la mère pense, c'est une image, hein, c'est une caricature ce que je vais dire, pense au fait que il manque quelqu'un pour travailler, pour faire entrer de l'argent, et que donc effectivement c'est difficile de vivre avec son seul salaire. La gamine, ce qu'elle souhaiterait, c'est que papa-maman, ils vivent comme n'importe quel papa-maman et qu'elle ne soit plus violentée, etc., etc. Et le constat que nous faisons, c'est qu'à Paris, il faut environ 4 ans, 5 ans avant qu'une affaire à l'instruction ne vienne en cours d'assises. Entre-temps, détention provisoire. On pourrait lever la détention provisoire avec un contrôle judiciaire, laisser le père revenir à la maison pour retrouver une vie familiale, faire bouillir la marmite, mais aussi rééquilibrer la famille. Le but, c'est pas que le père soit condamné pour ce qu'il a fait. Le but, c'est que la gamine soit protégée pour que ça se réitère pas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et quand on discute avec des enfants, ils ne nous demandent pas à ce que leur père aille en tôle. Ils demandent, je parlais crûment, de ne plus passer à la casserole. Volontairement, j'utilise une expression choquante pour montrer que les réponses linéaires de la justice classique ne sont pas nécessairement adaptées aux besoins des enfants, aux besoins des victimes en général et des enfants victimes en particulier. D'aucune manière, il s'agit, et tous ceux qui connaissent peuvent l'attester, de la moindre excuse, le moindre acte de faiblesse porté à l'égard de ces personnes que j'ai qualifiées souvent comme d'autres, comme vous disiez, Jean-Guillaume, de prédateurs. Il n'empêche que je me fous de savoir s'ils sont prédateurs ou pas prédateurs. Ce qui m'intéresse, c'est la victime. Deuxièmement, c'est qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mmh. La victime Mais d'abord, et qu'il n'y ait pas ça d'autres entraîne victimes. obligatoirement une prise en charge des auteurs d'agressions Oui, sexuelles, de viols, qui soit différente que celle tout qui à elle est fait. actuellement. Et vous avez raison. Et j'étais beaucoup frappé par un film que j'ai vu sur LCP, donc je n'arrive pas à retrouver les coordonnées. Si quelqu'un peut m'aider, je le Enfance remercierai. abusée. Euh, c'est l'histoire de quatre. Enfin, c'est pas l'histoire. Il y a 4 témoignages dans ce film qui est passé sur LCP il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'ai pu souvenir, et où ces violeurs, je prends l'expression viol parce qu'après on va en discuter, mais grosso modo, ces personnes qui sont des agresseurs sexuels Mmh. disaient et admettaient eux-mêmes qu'ils étaient malades. Et ils demandaient un soin. C'est le débat sur la castration, hein, la castration physique ou la castration chimique. Restons-en à Médicamenteuse. la castration chimique, ce sera quand même plus agréable pour les uns et pour les autres. Et effectivement, il n'y a pas en France un dispositif, ça peut exister ponctuellement, mais pas de manière rationnelle, d'accompagnement des agresseurs, non pas de les féliciter, bien évidemment, mais aussi de les soigner, de s'attaquer à la racine du mal. Et il y a un certain nombre d'hommes qui ont la pulsion de la violence sexuelle. Et j'ai en tête cet exemple, l'un de ces 4 de ce film, qui disait, il y a de quoi faire sourire, hein, au final, à la fois sourire et grincer les dents, en tout cas réfléchir, qui disait, j'ai un jour senti, j'étais en liberté, j'ai senti que j'allais passer à l'acte. Et plutôt que de passer à l'acte, et avant de passer à l'acte, je me suis rendu au commissariat. Sous le thème aidez-moi. Et les policiers ont dit logiquement, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, monsieur, vous n'avez rien fait. Grosso modo, revenez quand vous l'aurez violé. Mmh. On va pas en rester Aujourd'hui, il là. existe un numéro vert hein, qui est sorti, Oui, qui a été c'est pour nationalisé. ça que je vous disais avec beaucoup de prudence qu'on était en train de décoller. C'est ça, Mais tenez ce discours-là aux 20 heures à la télé, vous aurez quelques difficultés quand même. D'accord? absolument. Je peux le tenir Ce là que parce que je vous, sais qu'on ce est que dans vous- un milieu qui est protégé. Tous les gens qui sont en ligne sont des gens qui sont Hmm. intéressés par ces questions et qui ont déjà plus ou moins avancé sur ces questions. Je ne pourrais pas tenir ce propos et j'aurais pas le temps de le faire puisqu'il faut être succinct, hein. Il faut des formules choc à la télé, quand etc. on, 3 minutes. Je ne pourrais pas tenir ce discours-là en étant oui, pédagogue. quand on vous écoute, on entend que vous avez justement ce recul du juge qui se retrouve face à des situations humaines certainement très difficiles et vous avez à prendre des décisions. Euh, comment vous faisiez, vous, quand vous étiez dans des situations délicates? Je Comment vous ne me pouviez demandez prendre pas les décisions? Écoutez, ne me demandez pas comment un juge juge, c'est comme si vous demandiez à un cycliste comment il fait du vélo. Il monte sur son vélo et puis, tant qu'il ne se casse pas la gueule, il Pourtant, avance. c'est bien ma question, hein. Oui, Et oui, en tant, en Pourtant, tant c'est bien ma qu'homme, question. l'homme derrière le juge, le Voilà. citoyen derrière le Ah juge. non, alors moi, là, vous inquiétez pas, moi je dors très bien, j'ai pas d'état d'âme, comme le chirurgien quand il rentre à la En maison, gros, notre il pense pas à question, ses opérations. c'est la complexité. Notre question Oui, porte sur la complexité de l'affaire humaine dans laquelle vous étiez, parce qu'on sent oui, puis bien que vous vous avez raison, portez un vous avez regard raison. distancié. Voilà. Et
peut-être que des chercheurs pourraient dire, moi je ne sais pas. Moi ce que je dis, c'est que j'ai une mission à tenir, qui est une mission grosso modo de protection de la société. Faut pas se raconter de blagues, le rôle de la justice, elle n'est pas là pour autre chose, hein. Euh, euh, et si je viens prendre en compte les victimes, c'est pour éviter qu'elles aillent tuer leur agresseur tout seul. Il ne faut pas oublier l'histoire de France, vous êtes historien, donc vous connaissez l'histoire de France, comment le roi a bâti son pouvoir sur ses seigneurs. Il leur a dit, je vous file du fric, vous battez la justice jusqu'à un certain niveau, puis pour le reste, vous me laissez faire. Et c'est moi qui vais assurer la police et la justice. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'était le pouvoir régalien, hein, qui a été transféré de la base au sommet et en plus du roi à la République. Voilà. Et donc, on a désapproprié les victimes du pouvoir de se faire rendre justice à eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc, la question Mm. aujourd'hui n'est pas de rendre ce pouvoir à la justice, c'est pas à la justice d'aller demander des comptes à son agresseur, mais c'est de faire en sorte que l'institution judiciaire n'oublie plus, comme elle l'a fait trop longtemps, les victimes. Je vais prendre un exemple très concret. Le tribunal de Bobigny, dans son architecture, a été reconstruit a été construit en 1995 et inauguré par Jacques Chirac. Eh ben, je vous jure que dans les salles correctionnelles, il n'y a pas de place prévue pour les victimes. Il a fallu que nous rajoutions deux chaises libres. J'en suis témoin, j'ai été à la fois président de la correctionnelle et victime moi-même. Et je vous jure que quand vous vous asseyez sur ces chaises, qui sont confortables d'ailleurs, mais qui ont été rajoutées, vous vous dites, je suis le témoin, je suis l'invité qui n'était pas prévu au programme. Et l'architecte n'a pas, et les gens qui ont conçu ce tribunal, ils n'ont pas conçu la place des victimes en 95. Voilà d'où on vient. On vient de très très loin. Alors, je pense qu'effectivement, pour rejoindre votre question, le rôle du juge, c'est de dire comment je vais prendre en compte cette personne qui a été victime, non pas parce qu'elle a le droit de se faire rendre justice, mais pour apaiser les tensions sociales et pour faire en sorte que ça ne dégénère pas et que les uns et les autres ne se tirent pas avec un tromblon dessus. Deuxièmement, au passage, bien évidemment, il faut prendre en compte les droits des personnes, et notamment les droits de la victime, et pour autant sans déséquilibrer le débat judiciaire. Alors, avec la difficulté, dans ce domaine-là tout spécialement, c'est que les victimes ont le sentiment que le temps judiciaire est plus consacré à leur agresseur qu'à eux. Et de fait, le tribunal n'est pas un hôpital. Il est d'abord chargé de vérifier si les faits dont quelqu'un est accusé se sont réalisés et d'en tirer les conséquences. Alors, il faut trouver un équilibre. Et je ne sais pas si c'est répondre à votre question que vous dire que personnellement, petit 1, je me suis battu auprès des avocats pour que systématiquement les enfants victimes soient présents à l'audience, donc que l'audience leur appartienne. Deuxièmement, que ça soit dit, que deuxièmement, bien évidemment, ce n'est pas eux qui étaient jugés, c'était l'auteur, pas eux, mais de leur donner la parole en premier, non pas en défense, non pas en attaque, mais pour exposer simplement ce qu'elles avaient vécu. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il faut parfois les étayer, les soutenir, les relayer en s'appuyant sur les procès-verbaux de police ou devant le juge d'instruction. Et puis à un moment donné, Mm. ils finissent par se libérer et parler sans sans le soutien, sans Sans l'étayage l'appui. que donne le président du tribunal. Et Ça après rejoint seulement, ce que, ça rejoint ce que vient de dire aujourd'hui la défenseur des droits des enfants, de libérer la comme parole des enfants qui comme j'ai puissent plus ou moins parler. participé au rapport, je pense que c'est cohérent, puisque Oui, j'étais membre d'accord. du droit Ok. des enfants qui a adopté ce rapport. Mais bon, peu importe. Et, Voilà, je ne sais pas si et c'est alors, répondre. Je sais pas si c'est répondre à votre question. Peut-être je vous laisse prolonger, mais je ne sais pas si si c'est répondre à votre question. si je Est-ce que pense que on voit votre engagement, en tout cas derrière, voilà, derrière le juge, il y a aussi l'engagement du citoyen qui veut faire avancer les choses et faire en sorte que ça évolue. Et par rapport à la parole de l'enfant, il y a beaucoup de commentaires en fait qui demandent à vous montrer donc que la parole des enfants, elle, elle est entendue par la justice. Et pourtant, la plupart des victimes ont l'impression de ne pas être entendues par cette justice. vous avez raison. Mais permettez-moi une nuance quand même, parce que j'ai loupé peut-être ce virage-là. Dire que la parole de l'enfant doit être entendue, et c'est pas une innovation, ça fait 40 ans que j'ai écrit ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être critique à l'égard de la parole de l'enfant. Un enfant peut mentir, un enfant peut se tromper. Il peut se tromper de bonne foi. Il peut mentir aussi plus ou moins de bonne foi, parce que quand on lui fait répéter 10 fois la même chose, il finit, comme un adulte d'ailleurs, par plus savoir où sont réellement les faits. Je vais vous donner une anecdote à titre personnel.
Quand j'explique la loi, j'ai une métaphore qui consiste à dire, mon père me disait quand j'étais jeune, ne franchis jamais la ligne, à l'époque elle était jaune, ne franchis jamais la ligne blanche, tu éviteras de tuer, tu éviteras de te tuer, tout le monde circulera plus vite. Très honnêtement, je ne sais plus si mon père m'a jamais dit ça. J'en sais plus rien. Je l'ai dit tellement de fois en public que je finis par me demander est-ce qu'il m'a jamais dit ça. Et là, je suis bonne foi. Objectivement, je suis bonne foi. J'aimerais bien ça. Je pense qu'il me l'aura dit, mais je suis pas sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière générale, qu'il s'agisse d'enfants ou pas d'enfants, de n'importe qui, euh, le juge se doit d'avoir un regard critique sur ce qui lui est dit. Critique au sens large du terme, universitaire du terme. C'est-à-dire entendre que ça peut être, que c'est une partie de la vérité, c'est une forme de la vérité. C'est peut-être pas totalement la vérité. Vous mettez deux personnes à deux endroits différents avec la même scène, ils vont vous décrire deux scènes totalement différentes. Alors voilà, donc l'enjeu c'est d'organiser ce débat pour essayer de percer au mieux ce qui a été pour chacun la réalité de ce qu'ils ont vécu, pour comprendre et en tirer l'essence, et effectivement, ensuite, non pas pour distribuer les bons points, mais pour faire que chacun, j'ai dire, ait le costume qui lui est utile. L'auteur, il doit être à la fois puni, il doit être éventuellement soigné, protégé, s'attaquer aux causes pour qu'il ne réitère pas. La punition n'est pas une fin en soi, c'est qu'un élément d'une stratégie. Hmm. Tout ça, toujours pareil, hein, au nom de la protection qui est due à la société. Je vous rappelle qu'on a un double enjeu, prévenir la réitération et prévenir la primo-délinquance. La justice, elle est essentiellement sur la prévention de la réitération. Mhm. Et puis deuxièmement, il faut éviter que le sentiment d'injustice, et je vais prendre un exemple concret, le racket. Si vous venez pas, si vous venez pas prendre en compte ce qu'un enfant racketteur a pu supporter, demain il sera lui-même racketteur au nom de cette idée. Puisque je n'ai pas été protégé, pourquoi moi je m'interdirais d'être racketteur? Voilà. Hmm. Donc il faut à la fois il faut que le juge tienne compte de ce qu'a vécu l'un, de ce qu'a vécu l'autre, de la manière dont la décision va être aussi jugée à l'extérieur, et puis d'un certain nombre d'équilibres. C'est pour ça que c'est important, par exemple, en correctionnel, il y a des affaires de vol, il y a des affaires d'agression, ça permet de remettre en perspective. Quand je voyais, par exemple, en correctionnel, que des vols à l'étalage étaient plus punis que des agressions sexuelles, je disais à mes collègues, là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mhm. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait il y a 10 minutes? Là, vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Il faut avoir une ligne de conduite, quoi. Je ne sais pas si c'est répondre à votre question. Ce qui est amusant de la justice, c'est un peu comme dans la cuisine, hein. Vous prenez tous les ingrédients. Si vous n'êtes pas bon, tous les ingrédients étant bons, vous allez faire une tambouille. Et puis parfois, avec des choses qui apparemment sont pas bonnes, vous allez faire de la grande justice. Et tout le monde va sortir. La meilleure des justices que fait un juge pour enfants en cabinet en assistance éducative, je vais vous surprendre, c'est de ne pas prendre de décision. C'est d'amener les gens à prendre des décisions. Mhm. Mais c'est du grand art, hein, d'amener les gens à faire ce que vous avez envie que vous fassiez sans le leur dire, c'est du très grand art. Et c'est le côté amusant de la profession, enfin de la fonction, pardon. Et s'agissant des enfants victimes, c'est important qu'ils sortent de l'audience avec le sentiment, il ne s'agit pas d'effacer, jamais on ne pourra effacer une agression. Il faudra vivre avec, mais faire en sorte que le traumatisme soit moins lourd à porter qu'il n'a été. Je prends un exemple concret que j'ai connu au tribunal, ce médecin de Médecins du Monde qui s'était engagé comme militant dans tel quartier. Il avait acheté les actions d'une société avec des copains, ils avaient monté une structure, allez, il se fait agresser. Il se fait agresser par les gens qu'il soignait tous les jours, je ne vais pas dire gratuitement, mais quasiment gratuitement. Et ce type, quand je l'ai vu, alors notamment par un des jeunes de mon cabinet, et quand je l'ai vu à l'audience comme victime, il était encore traumatisé. Il avait revendu ses parts, il travaillait plus. Je crois même qu'il n'était plus médecin. Mais je lui disais, monsieur, vous allez docteur, vous allez porter toute votre vie ce traumatisme. Vous allez mettre un panneau sur votre poitrine du style j'ai été agressé tel jour par des jeunes alors que j'étais. Il faut savoir dépasser ça. Et pour savoir dépasser ça, il y a une étape importante, c'est que l'institution, la société en général, à travers une institution qui s'appelle la justice, reconnaisse que vous avez été agressé, reconnaisse que c'est pas juste, sanctionne au sens large du terme, au sens que je l'évoquais tout à l'heure, sanction c'est à la fois punition, mais aussi accompagnement, donc sanctionne la réalité de ces faits, pour que je puisse non pas faire mon deuil de la situation, comme on dit souvent, mais passer à une autre étape. Chacun d'entre nous est un millefeuille avec des feuilles qui sont plus ou moins positives. On a tous vécu plus ou moins des drames, la mort, ceci, cela, et chacun d'entre nous a une altérité. Mais si vous êtes marqué par une seule page, vous êtes déséquilibré.
Ok, je veux pas, je vais pas, je le dis publiquement, mais là, je veux pas le dire. Euh, enfin, je le dis avec beaucoup de précaution. Mais il y a tel ou tel homme ou femme, en l'espèce femme politique, qui a pu vivre des violences sexuelles, qui le dit publiquement, qui l'assume publiquement, mais je dirai pas son nom, et qui, je dirais, a largement dépassé. Ça ne veut pas dire qu'elle a oublié ce qu'elle a vécu. Mhm. Et elle donne l'image, je me trompe peut-être, mais d'une femme politiquement engagée, équilibrée, de conviction, etc., etc. Alors que mon médecin, le médecin du monde, il était au 36e dessous par rapport à elle. Oui, Oui, mais oui, on ne peut pas faire de généralité par rapport à la manière dont les victimes vont arriver à dépasser hmm. leur traumatisme. Je voulais en revenir à vous parler de la loi SIAPA, qui est très importante pour les violences sexuelles sur mineurs. Alors déjà, rappelez ce qu'est la loi et quelle est votre posture par rapport à cette loi. Bah, avant de rappeler la loi, il faut rappeler ce qui est à l'origine de la loi. Mhm. Parce que c'est une première caractéristique, le gouvernement et le Parlement qui ont fait cette loi n'avaient absolument pas préparé leur coup. Et j'y ai pas songé un seul instant. Et donc, ils ont réagi, et quand on réagit, on fait souvent des conneries. Voilà, on n'est pas. Ou alors, il faut être très fort. Il faut vraiment connaître le sujet. Donc, quand on ne connaît pas le sujet et qu'on réagit, on fait des conneries. Si je dis les choses très crûment. Alors, voilà pas que le tribunal de Pontoise, le procureur de Pontoise, estime que ce ne serait pas intelligent de poursuivre devant un juge d'instruction l'auteur de rapports sexuels à un adulte qui avait 28 ans, père de deux familles, qui avait des relations sexuelles complètes avec une gamine de 11 ans. Et le procureur se dit, si je saisis un juge d'instruction, c'est pour aller en cour d'assises, et en cour d'assises, il n'est pas sûr que la cour d'assises euh, condamne Mhm. euh, l'intéressé. Euh, il s'avérait qu'à 11 ans, cette gamine était déjà grande, formée, tout ce qu'on voulait. Bon, elle donne l'impression d'être une petite femme, mais d'être déjà une femme. Et le procureur se dit, dans 4 ans, dans 5 ans aux assises, c'est elle qui va apparaître comme la séductrice et lui, la méchante victime. Donc pour protéger cette jeune fille, il décide de saisir plutôt le tribunal correctionnel en citation directe plutôt que de saisir le juge d'instruction. Ce Mhm. faisant, bien entendu, il laisse à penser, de manière implicite, dès lors qu'il estime qu'on n'obtiendrait pas à coup sûr la preuve euh, de la violence, c'est-à-dire l'absence de consentement, une porte est fermée ou ouverte. Dès lors que je dis je ne suis pas capable d'apporter la preuve qu'il y a eu violence, tout le monde en déduit, bah, ça veut dire qu'elle était d'accord. Donc on laisse à penser qu'une gamine de 11 ans qui part vierge le matin et qui a une relation avec quelqu'un qu'il a vu qu'une fois était librement Mhm. consentante. Ça a fait un tollé. Mais voilà pas que 2 mois plus tard, à la cour d'assises de Meaux, un jeune homme qui a 20 ans, qui est poursuivi pareil pour avoir une relation complète avec une gamine de 11 ans, va être acquitté par la cour d'assises, qui prouve que le procureur de Pontoise, il s'était pas mis le doigt dans l'œil, hein, il n'a pas tort. Il n'était pas, pas là pour faire du mal à la gamine, hein, il a pensé qu'il la protégerait en allant plutôt en correctionnel qu'en cour d'assises. Ben, voilà pas que la cour d'assises de Melun lui donne raison, puisque elle acquitte ce monsieur. Et elle l'acquitte d'autant plus que le président a commis une erreur technique de poser la question des atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Donc, et donc, il y avait une question subsidiaire. Mais il oublie la question subsidiaire. Et ce qui fait que, je veux dire, ce monsieur aux assises de Melun est sorti avec les félicitations du jury, quasiment. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, un sacré tollé. Ça veut dire que quelque part, une gamine de 11 ans pourrait être soupçonnée, entre guillemets, de donner son consentement éclairé à une relation sexuelle avec un adulte. Il n'y a pas égalité entre une gamine de 11 ans et un adulte de 28 ans. Deuxièmement, et on est donc nombreux à dire, et pas seulement nombreux à dire, beaucoup de magistrats le pensaient, s'il n'y a pas eu de violence physique, il y a une violence morale. Donc il y a viol. Hmm. Et donc la ministre fait aussi ce raisonnement, Madame Schiappa, et elle va sur toutes les télévisions en disant c'est scandaleux, il faudra une réponse ferme, forte et claire. Au résultat, on va avoir une réponse incompréhensible et on va avoir une réponse moins ferme. Alors pourquoi? Ben parce qu'elle s'est enfermée du fait des associations. Hein. Là encore, je fais de procès d'intention à personne. Si on ne décortique pas les choses et si on se contente de fustiger, on n'avance pas. Et les associations, à juste titre, pensent que c'est une violence que le fait d'imposer pour un homme de 28 ans une relation sexuelle à une gamine de 11 ans. Et ils ont raison.
Ils ont raison, ça se discute même pas, c'est absolument évident. Il n'y a pas égalité dans la réflexion que nous avons sur les Et relations sexuelles pourquoi entre cette loi, alors, Attendez, j'y elle arrive. vient pas? Attends, j'y arrive. Ils se sont enfermés dans le débat sur le viol, Hmm. disant qu'il y avait violence psychologique, il y avait une pression, il y avait une emprise de celui qui est majeur sur. Ok, pourquoi pas? Mais on ne peut pas poser une présomption absolue. Euh, on ne peut pas dire toute personne qui a moins de 15 ans est obligatoirement sous l'emprise de quelqu'un qui a plus de 18 ans. Parce que l'emprise, la violence en l'espèce, euh, enfin la violence en général et en l'espèce l'emprise, étant un élément constitutif du viol, le droit veut qu'un accusé puisse démontrer que l'un des éléments constitutifs d'une infraction n'est pas réuni. Donc il faut Mhm. laisser pouvoir à l'accusé de démontrer qu'il n'y avait pas emprise. Donc on ne peut pas poser une présomption absolue, on peut poser qu'une présomption relative. Et on s'est enfermé dans ce débat-là. On s'en est pas sorti. Et donc, résultat concret de la manœuvre, on ne pouvait pas dire que systématiquement, une gamine ayant moins de 15 ans, qui avait une relation sexuelle avec sans qu'il y ait une violence physique, avec quelqu'un qui a plus de 18 ans, était victime d'un crime qui s'appelle viol et puis avec son auteur qui aille en cour d'assises. On s'était piégé par l'infraction sur le viol. Quelle était la solution? Elle était simple. Elle consistait à dire ne parlons plus de viol, parlons de crime. Mhm. Le fait qu'un adulte de 18 ans ait une relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 15 ans est interdit. Point barre. Le discours, il est touche pas à l'enfant. Et c'est un fait objectif. Avoir Mhm. plus de 18 ans, c'est objectif. Avoir Pour- moins de 15 ans, c'est objectif. Il pourquoi n'y a ce plus mess- de débat sur le discernement. Il n'y a plus de débat sur j'étais d'accord, pas d'accord. On pourquoi pose ce pour. message, il n'est pas clair? Pardon? Pourquoi ce message de dire que toute relation entre un adulte et un enfant est un crime, pourquoi ce message n'est-il pas clair? Alors, les choses sont un petit peu plus compliquées. L'interdit est posé, mais il n'est sanctionné aujourd'hui que de peines délictuelles, c'est-à-dire inférieures à 10 ans. Et Mhm. c'est la deuxième partie de ma démonstration. Voyant ce que je vous dis, Mme Schiappa et le gouvernement ont voulu s'en sortir en haussant la barre de la répression des atteintes sexuelles. Il y a quelques années, on était à 2 ans, on est passé à 3, on était dernièrement à 5, désormais on est à 7. Puis en cas de circonstances aggravantes, ça peut monter jusqu'à 10. OK. Mais le résultat concret de la manœuvre, vous refermez de tout ça. Le résultat concret de la manœuvre, c'est que plus que jamais, un procureur de la République, dans une situation où une gamine de 11 ans a été amenée à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a plus de 18, il va jouer la correctionnelle, puisqu'il va se dire je suis quasiment assuré d'avoir 7 ans, alors que si je poursuis pour viol, je ne suis pas sûr d'avoir les 12. Donc plutôt que de n'être pas sûr d'avoir les 12, je vais m'assurer d'avoir les 7. Vous Mhm. comprenez? Oui, oui, C'est ce absolument. qu'on appelle la correctionnalisation. Oui. Donc le résultat concret de la manœuvre, c'est que, à travers vos questions, c'est encore une belle illustration. Et tous les journalistes que j'ai vus quand je suis allé sur les antennes à l'occasion de cette loi, tous me disaient avant que je prenne la parole à l'antenne, me disaient Monsieur Rosenweg, expliquez-nous ce qu'il y a dans ce texte. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien compris. Si des journalistes ne sont pas capables de comprendre ce que le Parlement est en train de voter, c'est que la loi est mauvaise. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Donc petit 1, quand Mme Schiappa nous disait je vous fais un texte clair, c'est incompréhensible. Deuxièmement, je vous assure que plus souvent que par le passé, ces, ces auteurs seront poursuivis pour crime, ben, c'est pas vrai. Plus que jamais, et en plus, c'est une autre dimension, mais qui est cette fois-ci judiciaire. Il faut savoir que les cours d'assises sont actuellement dépassées Oui. par les affaires de viol. Donc ça rend service à tout le monde que ça soit correctionnalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la limite, quand on regarde bien, Mme Schiappa a essayé d'apaiser le débat politique général. Elle a fait de l'embrouille. Elle s'est pris les pieds dans le tapis. Mais quelque part, on peut dire que le gouvernement a fait quelque chose. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait. La preuve, sinon vous ne me poserez pas la question. Il a fait quelque chose. On retient ça. Hein. La vie politique, on retient que les apparences. En réalité, il s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il s'est embarqué dans l'idée du viol, parce que les associations souhaitaient qu'il soit dit publiquement qu'une Mhm. enfant de 11 ans ne pouvait qu'être violée que par quelqu'un qui a 18 ans. Quand il eut fallu dire, c'est ce que je leur disais aux associations, arrêtez de parler de viol, mais parlez de crime. Et il y a d'autres crimes que le viol, notamment proposé, et ça a été l'objet d'un amendement du Parti socialiste, enfin du groupe socialiste au Sénat, mais qui a été rejeté. Ce que nous proposions, c'est de dire, créons une infraction spécifique qui s'appelle les violences sexuelles à enfants
de moins de 15 ans de la part de personnes de 18. Eh bien, le fait pour quelqu'un qui a 18 d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 15, c'est un viol. Et je pouvais aller aux 20 heures à la télé et dire simplement, touche pas à l'enfant. Un adulte ne doit pas toucher à un enfant. Il n'y a pas égalité entre un adulte et un enfant. Point barre. Tous les adultes le savent. Et avec un raisonnement qui est très simple. L'adulte est censé se projeter sur l'avenir. L'enfant ne peut pas se projeter. Comment ça se fait que vous soyez le seul à alerter sur cette Ah non, loi? je suis pas le seul. Non, il y en a d'autres. Je suis le meilleur, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres. Non, non, bien sûr, mais non. Non, non, on a été. Médiatiquement, vous êtes celui qui revient le plus. Ben oui, mais il en faut bien, il en faut bien un. Mais, parce que peut-être que je communique mieux. Mais non, je reviens à l'essence des choses. Je suis désolé, là je fais de la politique au sens noble du terme. Arrivent au pouvoir des gens qui n'y sont pas prêts. Et sur cette question, il ne fallait pas que ça soit traité par des incapables et des incompétents. Il fallait que ça soit traité par des gens qui avaient un minimum de culture du sujet. C'est des sujets trop difficiles, trop délicats pour qu'on puisse en 5 minutes, j'allais dire, bâcler quelque chose. Et s'ils avaient réfléchi, et si, alors maintenant parlons politiquement, institutionnellement, si le ministre de la Justice s'était mieux mêlé du sujet et n'avait pas laissé tout seul le ministère de l'égalité homme-femme, et vous savez, là c'est de la politique au sens de la soupe. Là pour le coup, qui a fréquenté les cabinets ministériels sait que chacun se partage une partie du territoire. Eh bien le ministère de la Justice, qui avait d'autres chats à fouetter, a laissé le débat sur les violences sexuelles à Madame Schiappa au ministère de l'égalité homme-femme. Sauf qu'ils n'étaient pas compétents. Et ils se sont embarqués. Et c'est très difficile qu'un ministre se déjuge. Et ils se sont embarqués dans une voie juridique qui était la mauvaise voie. Ils n'ont pas accepté de rééquilibrer les choses au Parlement comme c'était proposé. Et au final, bah, ce qui devait se passer s'est passé. On n'a pas pu faire euh, de, du fait d'avoir moins de 15 ans une présomption irréfragable d'emprise. À partir de ce moment-là, c'est resté une présomption simple. À partir du moment où c'était une présomption simple, ça ne changeait rien. Les cours d'assises pouvaient continuer à acquitter. Et on a augmenté les peines en correctionnel sur les atteintes sexuelles. Et donc, on ira plus souvent dans les atteintes sexuelles que devant la cour d'assises pour viol. Vous dites que donc c'est s'engager politiquement sur cette problématique, ça demande une grande réflexion. Pourquoi ce n'est pas le cas en France? Pourquoi cette réflexion n'est pas posée? Parce que c'est pas une préoccupation. Je crois parce que ce pays, au sens fort du terme, a une sensibilité à ces questions. Je crois que l'immensité des Français ne cautionne pas les violences sexuelles, etc. Mais on a ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler une sincérité. On a des sincérités successives. C'est-à-dire tous les 15 jours, on s'engage sincèrement pour une cause. Je ne dis pas quelle est la cause dans 15 jours, mais voilà. Et donc, il n'y a pas de réflexion de fond. Il n'y a pas de mouvement de fond. Euh, je, je- je- je vais me répéter, mais pour montrer le sens de la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, sur la question que vous me posiez sur Pierre Strauss, je vous ai rappelé que le réveil de la France à la maltraitance à enfants, c'était 1980. Jusqu'en Hmm. 1980, la patrie autoproclamée des droits de l'homme en était à dire la maltraitance, ça n'existe pas en France. Le mot maltraitance en enfant, le mot maltraitance en enfant, j'en sais quelque chose puisque j'en ai été témoin et que j'ai estimé que c'était une bêtise. Elle date de la loi de 1989, du rapport Barrot, Jacques Barrot, 1989. Et la loi du 10 juillet 1989 est la première loi qui, en France, parle de la maltraitance à enfants. Et on vient dire d'ailleurs dans cette loi que le président du conseil départemental doit coordonner les actions sur le terrain de la maltraitance. Et je disais à l'époque aux parlementaires, à Jean-Michel Bélorgey, qui était président de la commission des lois, je lui disais, mais attendez, si vous dites que le président du conseil départemental doit coordonner en matière de maltraitance, ça veut dire que dans le reste de la protection de l'enfance, il n'est pas coordonnateur. Il me dit, tu as raison, mais il faut qu'on mette le mot maltraitance quelque part. Si on avait pris un peu plus de temps, on aurait dit simplement, le président du conseil départemental coordonne les institutions en matière de protection de l'enfance, virgule, notamment en matière de maltraitance. Eh bien, j'ai pas réussi à convaincre à l'époque. Hmm. Ne me demandez pas pourquoi mes interlocuteurs ne comprennent pas. Alors c'est soit qu'ils sont bêtes, soit que je suis mauvais. J'en suis encore Alors, à penser que j'ai c'est une pas bon. question.
Non, mais J'ai une question par rapport à la loi Chiappa. Euh, Il y a une députée, Alexandra Louis, me semble-t-il, qui est en train de préparer un rapport qui évalue cette loi. Est-ce que vous êtes au courant? Ça vous dit oui, quelque chose ou j'ai pas? pas suivi. Je l'ai rencontré une fois, je lui ai dit tout le mal que je pensais de la loi Schiappa. Elle m'a pas contacté D'accord. depuis. Mais bon, je pense qu'elle me connaît, si elle veut me contacter, elle le Parce fera. Puis à que la limite, ce qui serait quand intéressant, on vous écoute, c'est que d'autres fassent. l'enjeu, c'est quand même pas. Quand on vous écoute, l'enjeu, c'est pas l'orgueil d'une ministre. L'enjeu, c'est des Non, mais enfants et des jeunes filles, des petites filles de écoutez, 11 ans. On est laissons-les au-delà de faire. ça. Vous êtes d'accord que On a une classe c'est quelque parlementaire. chose qui est Écoutez, transpartisan. on a une classe parlementaire qui débarque. Il faut appeler les choses par leur nom. Le dégagisme, dont tout le monde s'est félicité ou s'est gossé il y a maintenant 3 ans, elle a eu comme impact on a perdu beaucoup de parlementaires qui étaient chevronnés, qui avaient de la culture et de la compétence. Bon, on a une nouvelle classe politique qui monte au créneau, qui s'intéresse à ces questions. Certains se battent pour avoir un créneau et que les autres n'aient pas. Bon, bref, regardez le nombre de missions parlementaires qui sont données à l'heure actuelle, etc. etc. Bon, ben, laissons les parlementaires faire leur place et leurs propres évaluations. Voilà, ils n'ont pas voulu écouter à un moment donné. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec notre sujet. La première proposition de loi qui a été déposée par le groupe LREM, c'était sur la garde alternée. Il a fallu qu'on les appelle en disant, écoutez camarades, la garde, ça n'existe plus depuis 20 ans. On parle des Hmm. responsabilités parentales. Ils arrivaient au pouvoir, ils ont voulu quelque part renvoyer l'ascenseur à des groupes de pères qui les avaient soutenus pendant la campagne. Là, pour le coup, j'entends, j'admets, je comprends, c'est normal qu'on est élu, on renvoie l'ascenseur à ceux qui vous ont élu. Mais quitte à le faire, il faut le faire intelligemment. La question n'est pas aujourd'hui celle de la garde alternée, la question aujourd'hui est celle de la co-responsabilité parentale. Mhm. Donc, Hmm. ils arrivent, ils connaissent Ça, pas le vous sujet, pouvez en dire ils quelques, légifèrent. vous pouvez en, vous pouvez en dire quelques mots de cette co-responsabilité parentale parce que le fait même de parler de garde, c'est un peu archaïque. On parle de garde à propos d'objets, on garde ses meubles. Exactement. C'est pour Il y a ça que une, nous nous sommes ouais, battus. C'est pour ça que nous nous sommes battus, et je fais partie des gens qui se sont battus, pour supprimer le mot garde, comme aujourd'hui je me bats et je ne suis pas entendu, pour supprimer le mot placement. On garde un objet, on place un objet, on accueille un enfant et on exerce des responsabilités. C'est pas moi qui le dis en premier, mais le poids des mots, le sens des idées. Hein. Hmm. Tiens, je prends un contre-exemple. Dans quelques jours, je vous le disais tout à l'heure, je crois, on va débattre au Parlement d'une ordonnance qui porte reconnaissance d'un code de la justice pénale des mineurs. De Gaulle, il avait fait une ordonnance sur l'enfance délinquante. L'objectif en 1945, c'était l'enfance. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la justice. C'est pas la même chose. Vous voyez. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'on promeuve l'idée de responsabilité parentale et l'idée de co-responsabilité parentale. Pour l'instant, nous en sommes encore au concept d'autorité parentale. Mhm. L'autorité est au service des missions. C'est parce que j'ai des missions et parce que j'ai des pouvoirs liés à ces missions, l'autorité parentale, que je suis responsable. Et je suis Hmm. responsable parce que justement, on m'a donné une mission, protéger la santé d'un enfant, veiller à son éducation, hein, c'est les deux grandes missions qui relèvent de la filiation et des responsabilités parentales. Et pour pouvoir mettre en œuvre ces missions, on m'a donné l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir sur l'enfant. Et c'est parce que j'avais mission et autorité que je dois rendre des comptes. C'est l'article 1242 du Code civil qui veut que les parents doivent indemniser les victimes des actes dommageables posés par Hmm. leurs enfants. Oui, tout ça est cohérent. Eh bien, les parlementaires que nous sommes, et pour dire les choses très crûment, la gauche a été incapable en 2014, quand nous lui proposions à travers le rapport que j'avais élaboré avec Dominique Youf, qui est décédé aujourd'hui, nous avions élaboré un rapport à la demande de Mme Bertinotti qui s'appelle euh, qui répondent à la question qui nous était posée, faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants? Nous répondions oui, virgule, dans l'intérêt bien compris de la société et de la démocratie. C'est-à-dire, plus on reconnaîtra les droits aux enfants, plus on pourra exiger d'eux qu'ils rendent des comptes de leur comportement. Voilà. Eh bien, dans une des préconisations que nous avions, nous disions un des enjeux importants, c'est de reconnaître aux enfants le droit d'avoir plusieurs affiliations. L'affiliation biologique, l'affiliation gestatrice, l'affiliation euh, juridique, l'affiliation sociale
et la filiation affective. Il y a 5 filiations, si vous voulez. Donc, généralement, c'est simple. Une femme accouche d'un enfant qu'elle a eu en faisant l'amour avec le père, et puis elle va reconnaître l'enfant et elle va l'élever comme étant son enfant. Mais de temps en temps, il y a des dissociations dans cette chaîne. Parfois, un enfant naît qui accouché d'une femme qui s'était vu implanter l'ovule d'une autre femme. Donc, il y a pas, il y a une filiation génétique qui n'est pas la filiation gestatrice et qui ne sera pas la filiation sociale. L'adoption, c'est le bel exemple. Hmm. L'adoption, on va faire ci un enfant qui est né d'une autre personne. Voilà. Et tout ça, ces différentes filiations, ce sont les éléments du millefeuille que chacun d'entre nous constitue, si vous le voulez. Donc, nous disions notamment, pour être très concret maintenant, dans la famille moderne, il y a 2 millions d'enfants qui sont élevés par des beaux-pères et des belles-mères. Des gens qui ne sont pas juridiquement, qui ne sont pas surtout biologiquement, leurs gestateurs. Et pour autant, ces personnes sont importantes pour l'enfant. Et surtout quand on vit ensemble pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qui t'es toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule. Non, je ne suis pas ton père, mais je t'élève depuis 10 ans, donc j'ai mon mot à dire. Oui, mais qu'est-ce que dit la loi? Rien. Donc nous souhaitions, à travers le rapport que nous avons fait avec Dominique, qu'il soit dit que, et je vous cite le texte par cœur, que je connais par cœur, toute personne qui a légalement à charge un enfant, sous-entendu qu'il n'a pas kidnappé, est en droit et en devoir d'exercer à son égard les actes de la vie courante. C'est en d'autres termes instituer les responsabilités des gens qui vivent au quotidien avec l'enfant. Eh bien, quand je propose ça au groupe socialiste de l'Assemblée nationale de l'époque, ils me disent « Tu veux casser l'autorité parentale ?» Mais je leur dis « Je ne veux pas casser l'autorité parentale. Je veux faire en sorte d'instituer, aux yeux des enfants notamment, les personnes qui sont légalement en droit d'exercer des responsabilités à leur égard. L'autorité vient au service de la responsabilité. Toi, beau-père, tu as la responsabilité de faire en sorte que ce gosse y mange, qu'il prenne sa douche, qu'il se lave les dents, qu'il aille se coucher, que demain matin il aille à l'école. Et moi, père, par rapport à toi, beau-père, c'est moi qui vais décider de l'orientation scolaire de mon fils. C'est moi qui vais décider, ou ma fille, c'est moi qui vais décider s'il va faire ses études en Angleterre ou pas. Toi, tu n'es que le beau-père. Comme beau-père, tu as des droits et des devoirs. Comme père, j'ai des droits et des devoirs. Et le gamin, il pourra plus jouer le père contre le beau-père contre le père. Vous comprenez ce que je veux dire? Hmm. Eh bien, ceux qui nous gouvernent à un niveau assez élevé, quand même députés, c'est pas rien. Eh bien, ils n'ont pas cette conscience-là encore en l'état. En 2014, je me suis fait retoquer avec toutes ces propositions qui sont des propositions de bon sens. Et regardez la terminologie des mots. T'as combien d'enfants actuellement? Avoir des enfants. Quand on devrait dire combien de fois exerces-tu tes responsabilités? Vous voyez, c'est être et avoir. C'est un clin d'œil à vous qui êtes enseignant sur le film Être et avoir, voilà, qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur objet et sujet. Eh bien, pour répondre à la question qui est posée par Ophélie, je pense que la classe politique a des difficultés à traduire dans la loi ces réflexions parce qu'elle n'y a pas participé préalablement. Ok. Mais est-ce que du coup, ce que vous avez Excusez-moi, raconté sur le consentement, ce que vous avez raconté sur le consentement, où il y a un manque de clarté avant 15 ans, il n'y a pas de relation sexuelle d'un majeur sur quelqu'un de moins de 15 ans, est-ce que vous avez observé la même chose sur la loi sur les violences éducatives ordinaires? Cette espèce de manque de clarté, on mais n'arrive pas à dire les choses et à les faire parce que ça semble remettre en cause euh, les, alors l'idéologie des députés qui ne sont pas au fait de ce oui, qui se passe. alors vous avez raison. Alors d'abord, je vous ferai observer qu'il nous a fallu, je dis nous parce qu'on y est quand même pour quelque chose, hein, je revendique là encore d'y être pour quelque chose en interpellant les uns et les autres. Euh, il nous a fallu quand même 10 ans pour devenir, non pas le deuxième ou le troisième, mais le 28e pays du Conseil de l'Europe Mm. à prendre des dispositions législatives qui condamnent le recours au châtiment corporel. Absolument. Le Ça a été programme long, date, hein. le programme date de 2008, il a été adopté à Stockholm, j'y étais, en circonstance j'y étais. La France y était engagée, Madame Morano s'y est engagée. Quand elle est arrivée à Paris, elle a dit le contraire, mais moi je sais qu'elle s'y était engagée. Elle a signé devant les yeux d'amis à moi le document. Donc un ministre déjà qui renie sa parole, c'est pas piqué des hannetons. Euh, Mm. mais en tout cas, 2009, le programme du Conseil de l'Europe est lancé et la France ratifie, enfin se met en conformité en 2019. Et Oui. entre-temps, il a fallu qu'on use de l'huile de coude. Et pour rejoindre ce que vous dites,
On a voté la loi en 2 fois, hein, puisque ça a été annulé, revoté, etc. Oui, oui. En n'utilisant plus le mot châtiment corporel, mais violence ordinaire, ce que vous venez de dire. OK, on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire qu'on a interdit le recours aux violences ordinaires, mais on ne les a pas sanctionnées. C'est-à-dire que l'idée n'était pas d'envoyer les parents en correctionnel au prétexte qu'ils donnent une gifle ou une fessée. Oui, L'idée, c'est de oui, leur bien dire on sûr. peut éduquer autrement son enfant. Mais Oui, si on a eu une démarche législative qui était intelligente, qui était d'affirmer une orientation sans sanctionner, au sens pénal du terme, le fait de ne pas la respecter, on a loupé un virage important et c'est rejoindre la question que vous posiez, la pédagogie. On n'a pas fait la pédagogie euh, Une euh, campagne, de, une oui, sensibilisation. oui, la campagne sur l'éducation sans violence. Mais là, c'est la modernité autant jadis. Lorsqu'on avait l'idée d'un texte législatif, d'abord on en produisait moins. Mais il y avait ce qu'on appelait pendant 2 ans des débats dans les cours d'école, dans les préaux. On discutait, on s'écharpait, il y avait ceux qui voulaient avancer, ceux qui voulaient résister, puis on trouvait un compromis, etc. Mais au passage, il y avait une pédagogie de la loi. Aujourd'hui, on vote une loi à 2 heures du matin, on la publie au journal officiel quelques jours plus tard, et on incrimine les gens de ne pas l'avoir respecté. Mais comment voulez-vous que je fasse mienne un texte dont on n'a pas débattu, dont on ne m'a pas montré l'intérêt, Mhm. si vous voulez. mhm. Et la question d'informer les enfants aussi sur leurs propres Il y, a, droits. il y a ça en plus, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la Mais là, cerise c'est sur plus de le premier des ce dont vous droits, et c'est là parlez, où vous c'est avez plus que raison. de Le premier ce des que droits, vous c'est dites. En d'être tout cas, informé c'est sur ses plus que droits. de la pédagogie, hein. Je vous coupe, hein, mais ce que vous dites, c'est plus que de la pédagogie. C'est le temps du débat qui permet à chacun de s'approprier Oui, la ben, loi, oui, d'y réfléchir. sauf que C'est- vous avez raison, mais j'ai pas tort. Sauf que Bien sûr, ouais. ce temps de débat, il participe de la pédagogie. Il participe de la pédagogie. Et on ne l'a pas eu. Regardez, c'est dommage. On n'était que seulement 200, je crois, personnes à y avoir assisté. Mais il y a eu un gros effort pour justifier la loi sans qu'un seul instant le mot violence ordinaire ou le mot châtiment corporel ne soit évoqué. Le 20 novembre 2017 à l'Élysée, sous 2010, oui, 2017, sous présidence François Hollande, puisque c'est François Hollande Mhm. qui fait ce discours, et qui a tenu un discours d'une demi-heure sur l'éducation sans violence, qui était effectivement, sur le fond, le premier que j'ai jamais entendu d'un homme politique, et qui était passionnant, si vous le voulez. Mais C'est dommage il qu'on y ne a, l'ait pas fait aux 20 heures à la télé, vous voyez. il y a une réalité aussi par rapport à cette loi. Alors là, c'est une des lois sur les enfants, la violence éducative ordinaire. Moi, j'ai pu discuter avec Maud Petit, etc. Et parce qu'on a fait, on a étudié avec le Forum de l'enfance libre cette question des violences éducatives ordinaires. La loi, elle a mis énormément de temps à passer. Elle a été énormément bloquée au niveau de l'institution gouvernementale. Elle a aussi été vidée de son sens. On parle plus de châtiment corporel, on parle seulement de violence physique, morale et psychologique, sans définir réellement ce qu'on entend derrière. Ça, c'est pas plus mal, parce que je vous rappelle que Napoléon, il utilisait ce que Jean Carbonnier appelait des concepts cadres, ce qui leur permettait de vivre 200 ans, mine de rien. Hein, on Mm. est responsable des choses qu'on a sous sa garde. Napoléon, il n'avait jamais prévu la deuxième révolution industrielle et les chaudières qui explosaient. Il n'avait absolument pas prévu les accidents de la circulation. Et c'est pourtant sur la base du texte napoléonien, on est responsable des choses qu'on a sous sa garde, qu'on a pu indemniser les ouvriers qui avaient été blessés dans les accidents industriels au XIXe siècle et gérer les problèmes d'accidents de la circulation. Donc arrêtons de tout vouloir définir au millimètre près, parce que la vie est ainsi faite qu'il y aura toujours une nouvelle situation. Il faut Mais rester sur des concepts qui c'est la sont là. réalité finalement. La loi, c'est quelque chose. Vous parliez de la loi. On parle des violences sexuelles sur mineurs aussi. Il y a des choses qui existent au niveau loi, mais la réalité, c'est que encore aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont concernés, qui sont violentés. Comment on fait en fait pour sortir de cette réalité-là? Il y a deux choses. Il y a dans ce que vous dites, il y a comment repérer des situations et répondre à des situations au mieux, au moins mal, enfin, etc., etc. Et on sait que ça passe par toute une série de dispositions techniques, euh, notamment euh, coordonner les informations. Chacun a une bribe d'informations, mais n'est pas capable obligatoirement de faire l'analyse globale de la situation. C'est euh,
articuler les interventions des uns et des autres. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, il y a une autre dimension dans ce que vous dites, c'est prévenir de nouveaux passages à l'acte. Hmm. À la fois réagir à et être en démarche de prévention. C'est deux sujets qui sont totalement différents. Alors sur le deuxième, là où on doit être inquiet pour l'avenir, c'est que si on a marqué des points par définition, non pas par définition, mais dans le même temps, euh, on régresse sur un certain nombre d'autres points. Moi, mon inquiétude à l'heure actuelle, là pour le coup, aucun homme politique, là encore, ne le développe. J'aurais dû faire une carrière politique, hein, mais ils n'ont pas voulu me nommer ministre, c'est dommage. J'aurais dû être député, mais ma femme ne voulait pas. Alors en tout cas, euh, un des points essentiels d'aujourd'hui, dont peu ont conscience, c'est la dégradation de tous les réseaux de proximité des familles. Les familles sont Hmm. abandonnées par l'État libéral. Regardez le service social scolaire, le service santé scolaire en crise depuis les années 70. Regardez la protection maternelle et infantile en crise, Hmm. le rapport récent du Parlement. Regardez la psychiatrie infantile en crise depuis 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est la pédiatrie qui est en difficulté. En Et plus, pourquoi? et, attendez, et enfin, regardez cet autre élément tout à fait intéressant, 17 départements n'ont plus de prévention spécialisée. Donc quand vous y regardez bien, service social scolaire, service de santé scolaire, PMI, psychiatrie infantile, prévention spécialisée, ce sont toute une série de pans du dispositif qui peuvent venir en soutien des familles en difficulté et qui peuvent contribuer à combattre le passage à l'acte de la violence. Mhm. Beaucoup de parents maltraitants sont eux-mêmes des gens en grande difficulté. Si Absolument. vous les Et abandonnez à eux-mêmes, il y aura des passages à l'acte. Donc on est en train de remonter un système, un dispositif qui veut que dans 5 ans ou 10 ans, on va avoir nombre de gamins qui sont issus de cette période-ci, qui seront à 12, 13, 14 ans, qui seront en très grande difficulté, qui vont commettre des actes de violence, sinon des actes de délinquance. Vous me direz, on aura un nouveau code de justice pénale des mineurs pour les réprimer. ça, c'est Et tout ça en est chemin. cohérent. Pardon? Le code de justice pour les mineurs, c'est en chemin. Ça ne s'imposait absolument pas. Euh, c'est la réponse des faibles par rapport à un vrai sujet qui est posé. La réponse, c'est pas de changer la loi, c'est d'appliquer la loi. Hmm. Comment le même éducateur peut suivre 25 situations? Eh bien, plutôt que de recruter les travailleurs sociaux ou de mobiliser la société civile, on change la loi. Et on change la loi pour aller vers Hmm. plus de répression, parce qu'il ne faut pas se raconter de blagues. L'audience unique devant le tribunal pour enfants, c'est le flagrant délit pour les mineurs. C'est le flagrant délit développé des C'est majeurs sur votre, les... c'est un de vos chevaux de bataille. Hein, je vous interromps parce que C'est un parmi d'autres, un de oui. vos chevals de bataille Oui. J'ai fait quand une on livre vous lit, on opinion ce voit matin, bien donc que c'est j'espère très qu'elle sera précis. publiée dans Le Monde ou dans l'IB, oui, sur le sujet. Mais tous les blogs, Hmm. si vous allez voir les blogs, vous allez trouver beaucoup de... Mais c'est un cheval de bataille parce que c'est une réalité, hein. Je vois, s'il n'y a pas du matériau pour tenir une heure, je ne tiendrai pas une heure, hein. C'est que malheureusement, il y a du matériau. Et là, le texte va être voté en catimini par les parlementaires, même s'il y a 700 amendements, ça va être des queues de pelle. Fondamentalement, ce texte est inutile. L'enjeu, c'est les juges pour enfants qui l'ont dit en 2018, les juges pour enfants de Bobigny relayés par 250 juges. L'enjeu, c'est pas de changer la loi, c'est de mettre en œuvre les mesures éducatives, civiles et pénales que nous prononçons tous les jours. Hmm. Et ces mesures ne sont pas mises en œuvre. Et la Alors, réponse, c'est changer la loi. d'accord. Et alors, on arrive à la fin de Oui, l'entretien là. Comment on sort de cette inaction et du fait que les mesures ne sont pas mises? très simplement, militer, militer, militer. Donc, Parce que des gens, ma génération va disparaître bientôt. Et il faut que d'autres prennent le relais avec les moyens qui sont les leurs. Donc, derrière la plaisanterie, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on hausse le niveau de réflexion, que l'on croise les points de vue, qu'on ait des réflexions, je veux dire pas seulement judéo-chrétiennes, c'est-à-dire c'est pas bien, mais qu'on ait des réflexions politiques. Comment faire en sorte que ce qui s'est passé ne Hmm. se renouvelle pas? Et pour que, obtenir que ce qui s'est passé ne se renouvelle pas, contrairement à ce que disait à un moment donné un Premier ministre qui s'appelait M. Valls, ben, il faut essayer de comprendre. Comprendre ne veut pas dire excuser. Comprendre, ça veut dire se donner les moyens Hmm. de combattre les faits et d'éviter leur réitération. Et puis, pour maintenant être plus concret, plus précis, il faut pousser la roue sur l'idée de co-responsabilité dans le champ familial, entre le père, le beau-père, le grand-père, mais dans le champ public, entre l'État et les collectivités territoriales et le secteur associatif. Donc, il faut que l'État, plus que jamais, joue son rôle d'animateur et de coordonnateur, mais il ne pourra le faire que s'il est crédible et s'il tient lui-même les missions qui lui sont allouées.
Et une fois qu'il aura tenu les missions qui lui sont allouées, notamment pour voir le service social scolaire, le service de santé scolaire, la psychiatrie infantile, il sera en situation de mettre autour de la table les conseils départementaux pour leur dire, je souhaiterais que vous en fassiez plus sur la PMI, sur la prévention spécialisée. Et là, on pourra avoir à ce moment-là, comme on l'a fait en Seine-Saint-Denis à une certaine époque, des plans concertés. Je fais référence à ce que j'ai fait quand j'ai présidé le conseil départemental de l'accès au droit, où sur toute une journée, on a élaboré le plan de réponse aux victimes. Mais j'ai mobilisé tout le monde et tout le monde a répondu puisqu'il y avait une confiance qui existait. Tout le monde avait confiance, la police, le procureur, le juge pour enfants, le juge d'instruction. Il y a une dynamique départementale qui s'est mise en place. Et ça ne pourra se faire que s'il y a une interpellation forte de la société civile et donc du réseau associatif. Ça illustre le propos que je disais tout à l'heure, militer, 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 il en restera toujours quelque chose. Ce que vous voulez dire, c'est aller aussi contre une culture française qui imagine toujours que la solution, c'est la répression. Ça commence à l'école où on met des Oui, punitions, des sanctions, il y a, et on continue, on en grande imagine. partie C'est toute ça, une bien culture, sûr. hein. Bien sûr que... Il y a une grande culture à changer. On l'a vu quand on avait le Forum de l'enfance libre avec la Suède, où leur culture a changé depuis longtemps. Ils n'ont plus le même rapport aux enfants, Oui, parce qu'ils sont il sortis y de a, ce rapport à l'idée qu'en mais, punissant, on sort de c'est la solution, hein. mais Donc pour c'est une illustrer, puis on sorte va de arrêter après. sortie. Oui, mais pour Ouais, illustrer ce allez-y, que vous allez-y. dites, c'est le ressort de la réforme du Code de justice pénale des mineurs. L'idée, c'est de dire, il y a quelques jeunes qui n'arrêtent pas de récidiver. Non, ils ne récidivent pas. Récidiver, ça veut dire commettre des actes qu'on a déjà été condamnés. Ils sont en réitération. Mais en réalité, ils sont en réitération parce qu'ils sont sur une séquence de vie où quand ils commettent un délit, ils en commettent 10. Donc ce n'est pas au délit qu'il faut s'attacher, c'est à la séquence de vie. Mhm. La répression, elle peut être utile, mais au service d'une démarche éducative. Il faut redonner de l'espoir, des perspectives, de l'estime d'eux-mêmes à un centre de jeunes qui sont en conflit avec la loi. Et c'est le même débat tout à l'heure qu'on avait sur les victimes. Il faut montrer aux victimes que, non pas nier le fait qu'elles aient connu un événement plus ou moins dramatique et plus ou moins long qui a été traumatique, c'est de leur montrer qu'elles ont des compétences, des qualités pour passer à autre chose, non pas oublier, mais pour franchir une étape. C'est tout le travail qu'on fait au sein de la commission dont je parlais tout à l'heure sur les violences sexuelles dans l'Église, en sachant que beaucoup des auteurs sont morts aujourd'hui. Ils sont morts aujourd'hui. Les gens qui se présentent comme victimes ont 60-70 ans. Donc vous pensez bien que leurs Mais agresseurs là, ce que sont vous vous morts. posez, ce que vous posez, c'est plusieurs débats. C'est celui notamment de la justice qui répare ou qui répare pas. En tant que thérapeute, Oui, je oui, sais tout à très bien fait. quand j'accompagne des personnes victimes que la justice participe d'une réparation, mais c'est pas son rôle à de réparer. C'est à notre endroit que ça se Mais passe. on a, voilà, Là, c'est on est exactement d'accord. ça. Là, Vous voyez que on est c'est d'accord. le débat. Est-ce que vous avez jamais entendu oui, le débat que nous avons eu, je ne dis pas grâce à moi, mais le débat que nous avons eu là ce soir, est-ce que vous l'avez jamais entendu dans une grande antenne publique? Jamais? Bah, c'est bien pour ça Ben, qu'on fait ça. Non, mais j'ai compris, oui, je vous félicite, mais c'est vous voyez, bien. et sans, et Non, si, mais on aimerait que ce genre de débat accède et ben voilà. médiatiquement au grand public, parce que c'est que comme ça qu'on pourra faire changer les Eh ben, choses. donc c'est répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, comment vous voyez les choses évoluer? Ben, comment on passera d'un forum Facebook à Antenne 2 le soir à 20h30. Mhm. Et là, on pourra commencer à faire bouger singulièrement les choses, c'est faire levier. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, on est une poignée, plus ou moins importante, bien sûr, selon les moments, qui militons sur le sujet, avec de nouvelles générations qui arrivent, avec de nouveaux moyens de communication, etc. On a marqué des points. Ça répond à la question que posait Jean-Guillaume tout à l'heure. Il y a encore plein de points à marquer. Mais comme Mhm. dit l'autre, le relais va se passer, c'est vous qui allez prendre le relais. Merci. Ben, merci Jean-Pierre, Bon, hein. allez, vous lisez Le droit des enfants pour les nuls. Et si quelqu'un veut m'aider pour la deuxième édition, je suis partant. Merci Jean-Pierre Rosenweg d'avoir été avec nous ce soir. Le message est passé pour la deuxième édition des droits des enfants pour les nuls. Lundi, nous recevrons Serge Garde, journaliste, enquêteur et documentariste, auteur du livre de la honte, les réseaux pédophiles avec Laurence Beneux. Merci encore d'avoir été avec nous ce Un très soir. grand journaliste. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un très grand journaliste. Merci beaucoup. À Merci bientôt. à tous pour les commentaires. À bientôt.